Wind is around the corner, time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Tony Beats, une figure éminente de la communauté minière aurifère du Yukon, est un exemple du parcours classique qui va des humbles débuts au succès substantiel. Originaire des Pays-Bas, Beats a émigré au Canada il y a plus de 30 ans, poussé par la quête de meilleures perspectives. Sa transition de l'élevage laitier à l'exploitation aurifère a été marquée par un attrait immédiat pour le potentiel de richesse de ce secteur, préparant ainsi ses futurs succès. Dans le monde rude et compétitif de l'exploitation aurifère, Tony Beats s'est imposé comme un exploitant redoutable, reconnu pour sa robustesse et son sens aigu du secteur minier. Son histoire ne se résume pas à une réussite personnelle, mais illustre aussi le récit plus large des immigrants qui ont eu un impact significatif dans leur pays d'adoption. L'approche de Beats en matière d'exploitation minière allie techniques traditionnelles et technologies de pointe, lui permettant d'optimiser son efficacité tout en relevant les défis physiques inhérents aux opérations minières à grande échelle. Son rôle dans la série télévisée Gold Rush a fait connaître sa personnalité unique et ses exploits professionnels à un public plus large, mettant en lumière les réalités de l'industrie minière. L'émission met en lumière non seulement les aspects techniques de l'exploitation minière, mais aussi les aspects humains, la prise de décision sous pression, la gestion des risques et le leadership face aux défis inattendus. C'est plutôt encourageant. Les gars, ça devrait faire une sacrée différence. C'est génial. Belle petite récolte. Non, c'est super prometteur. Tu vois, ça me plaît. Je prends ça à la légère. C'est ce qui doit payer toutes les factures ici. Enfin, si vous voulez aller jusqu'au bout du chemin, le style de leadership direct et pragmatique de Beats peut paraître brutal à certains, mais il est aussi reconnu pour son efficacité et sa clarté. Il exige de son équipe une performance et une responsabilisation élevée, des qualités indispensables à la survie et au succès dans le monde concurrentiel et imprévisible de l'exploitation aurifère. L'influence de Tony va au-delà des aspects opérationnels de ses aventures minières. Il est un mentor et une figure emblématique au sein de la communauté minière, apportant régulièrement conseils et soutien aux nouveaux mineurs. Son engagement professionnel et sa capacité d'adaptation aux avancées technologiques et aux fluctuations du marché ont fait de lui une figure respectée du secteur. De plus, l'influence de Tony Beats se reflète dans l'implication de sa famille dans ses opérations minières. Cette approche familiale non seulement consolide son héritage, mais souligne également son engagement à promouvoir la résilience et l'éthique du travail. Ses enfants, fréquemment mis en avant dans Gold Rush, jouent un rôle essentiel dans ces opérations, assumant souvent des responsabilités importantes au sein de l'entreprise. Ça prend du temps, car il faut accomplir toutes ces petites choses. Ce sont les petites choses qui vous arrivent. Elles prennent toujours le plus de temps. Cela assure non seulement la continuité de ses aventures professionnelles, mais renforce également les valeurs de travail acharné et de persévérance. Tony Beats fait preuve d'un esprit pionnier dans l'industrie moderne de l'extraction aurifère. Son parcours, de producteur laitier aux Pays-Bas à magnat minier au Canada, témoigne de sa détermination, de son expertise et de son leadership. Grâce à sa présence dans Gold Rush, Beats continue d'influencer et de façonner la perception de l'industrie minière, la rendant accessible et captivante pour un public international. Son histoire, riche de réalisations remarquables et d'un impact durable, inspire de nombreuses personnes, au sein et en dehors du monde minier. Dans cet épisode crucial de Gold Rush, Tony Beats et son équipe s'attaquent à l'un des terrains les plus prometteurs et les plus difficiles de leur carrière minière. La scène se déroule sur une parcelle réputée riche en or, et l'intensité monte d'un cran tandis que l'équipe s'efforce d'en tirer le meilleur parti. On a installé un drain et on l'a nivelé. Je me suis dit qu'on devrait peut-être utiliser une bâtée. Il y a peut-être même de l'or ici. J'espère bien. Ça vaut le coup de revenir quand même. Laisse-moi prendre une casserole. Cet épisode illustre parfaitement les enjeux considérables et les pressions immenses qui définissent les objectifs saisonniers des opérations minières de Beats. Dès le départ, Tony adopte une approche agressive, animé par la volonté de surpasser les performances des saisons précédentes. Cette ambition transparaît lorsqu'il manipule ses machines, notamment l'excavatrice, avec une intensité qui frise l'extrême. L'épisode s'articule autour de cette dynamique, mettant en avant la quête incessante d'efficacité et de rendement aurifère optimal que Tony inculque à son équipe. Les défis physiques du terrain deviennent un thème central au fil de l'épisode.
Le sol est décrit comme extraordinairement dur et résistant, ce qui constitue un obstacle majeur aux opérations minières. Il ne s'agit pas seulement de gel superficiel ou d'un substrat rocheux classique. La terre est ici exceptionnellement dense et résistante, exigeant davantage de la part des équipements et des opérateurs. C'est cet environnement physique brutal qui prépare le terrain pour les événements critiques qui vont se dérouler. Alors que Tony pousse l'excavatrice à ses limites, la tension est palpable. Le spectateur peut presque ressentir la pression exercée sur la machine, tandis que Tony pousse l'excavatrice vers l'avant, creusant plus profondément et plus vigoureusement à la recherche du précieux minerai. Le récit se construit à mesure que chaque pelletée de terre augmente le risque de panne des équipements, témoignant des dures réalités de l'extraction d'or mécanisé. Le point culminant de l'épisode survient lorsque l'excavatrice, dépassée par les exigences, finit par succomber sous le stress. Le bras de l'excavatrice se brise, représentation dramatique et visuelle des conséquences de la poussée au-delà des limites. Ce moment n'est pas seulement une panne mécanique. Il symbolise la frontière ténue entre ambition et excès dans la quête de l'or. Suite à la panne de l'équipement, l'atmosphère au sein de l'équipage change radicalement. La panne de l'excavatrice représente un contretemps important, perturbant le flux de travail et compromettant les objectifs financiers et saisonniers. La réaction de Tony face à cet événement est un mélange complexe de frustration, de détermination et d'urgence. Il perçoit ce contretemps pour ce qu'il est, un obstacle majeur, mais aussi une opportunité de mobiliser son équipe, de relever le défi et d'élaborer une stratégie pour aller de l'avant. Cet épisode explore non seulement les défis physiques de l'extraction de l'or, mais explore également la résilience psychologique nécessaire pour gérer et surmonter ces inévitables revers. Il met en lumière les dures réalités de l'industrie minière, où les limites des équipements et des humains sont mises à rude épreuve face à la nature impitoyable de la Terre. L'épisode capture l'intensité du moment grâce à une cinématographie spectaculaire, zoomant sur le godet de l'excavatrice creusant dans la terre tenace. Chaque mouvement comporte un risque d'échec. Alors que Tony pousse la pelle à ses limites, la machine est soumise à une pression croissante. La caméra se concentre sur la contrainte mécanique et sur l'expression de plus en plus sombre de Tony, soulignant l'ampleur des enjeux. Finalement, le moment crucial arrive. Le bras de l'excavatrice, poussé au-delà de sa limite mécanique, se brise brutalement. Cette panne catastrophique ne constitue pas seulement une interruption de l'exploitation, mais un point culminant important dans le récit de la saison minière. Les conséquences immédiates de cet incident sont dépeintes avec une authenticité crue. L'habituelle présence stoïque et autoritaire de Tony cède la place à une rare démonstration de vulnérabilité. Son visage, habituellement masqué par une expression bourrue, exprime désormais clairement la détresse et la frustration, reflétant la gravité de la situation. Cette réaction émotionnelle est attristante, soulignant les enjeux personnels de telles aventures à haut risque. La caméra se tourne ensuite vers l'équipage rassemblé autour de la machine en panne, le visage marqué par l'inquiétude et la déception. La panne de la pelleteuse interrompt brutalement les opérations de la journée, et l'épisode traduit avec justesse la gravité du moment. Un sentiment d'urgence palpable se fait sentir tandis que l'équipe évalue la situation, le chef d'équipe discutant des conséquences immédiates sur le calendrier d'exploitation. Ces conversations révèlent des pertes de temps et de revenus potentiels importantes, susceptibles de compromettre les objectifs de la saison entière. La réaction multiforme de Tony à l'incident traduit les émotions complexes d'un mineur chevronné confronté à un revers majeur. Visiblement en colère à cause de la panne, frustré par la perte de temps et d'argent, il réfléchit aux décisions qui l'ont conduit à ce point. Son attitude témoigne d'une profonde réflexion sur la gestion des risques et les limites opérationnelles de son équipement, soulignant sa conscience aiguë de la frontière ténue entre ambition et excès. Ce moment marque un tournant décisif dans l'épisode, soulignant les dures réalités de l'exploitation aurifère. Cet épisode illustre l'équilibre constant entre l'agressivité à la recherche du gain maximal et la prudence nécessaire pour gérer et atténuer les risques. La panne de l'excavatrice symbolise les risques tangibles que représente une utilisation excessive des machines dans une quête impitoyable de l'or. Alors que l'équipage se mobilise pour remédier à la panne, l'épisode explore sa stratégie de réponse. L'accent est mis sur le dépannage et la récupération, démontrant la résilience et l'adaptabilité de l'équipe. Tony, prenant la tête de l'équipe,
engage des discussions sur des solutions potentielles, notamment la faisabilité de réparations rapides ou la nécessité de remplacer le matériel. Ce processus est semé d'embûches, mais il met également en lumière l'expertise collective de l'équipe et sa détermination à surmonter l'adversité. L'incident met non seulement à l'épreuve leurs ressources physiques, mais aussi leurs forces mentales et émotionnelles. Ce moment décisif pour Tony et son équipe démontre leur capacité à persévérer face aux difficultés. L'épisode se conclut sur une note d'optimisme prudent. Tony et son équipe commençant à mettre en place un plan de redressement, soulignant l'esprit d'équipe qui caractérise l'industrie aurifère. Cet arc narratif, de la défaillance dramatique de l'excavatrice à la réponse stratégique, brosse un tableau saisissant du monde minier aux enjeux importants. Il saisit l'essence même de la ruée vers l'or, un cycle constant de défis et de réponses, de revers et de rétablissements, le tout se déroulant dans le paysage accidenté du Yukon. La défaillance catastrophique de l'excavatrice dans l'exploitation aurifère de Tony Beat illustre avec force l'interdépendance de l'exploitation minière mécanique moderne et les multiples répercussions qu'un seul incident peut avoir sur une exploitation. L'impact de cet événement s'étend aux dimensions opérationnelles, financières et émotionnelles, chacune affectant profondément l'aventure minière. Sur le plan opérationnel, la conséquence immédiate de la destruction de l'excavatrice est l'arrêt des travaux dans une zone minière cruciale. Cette section de la mine, cruciale pour ses riches gisements d'or, avait été au cœur des efforts de la saison. L'excavatrice, pièce maîtresse du processus minier, est indispensable pour le terrassement et l'accès aux couches plus profondes où l'or est plus abondant. Sa panne non seulement interrompt la production, mais nécessite également une réorganisation rapide des tâches et des ressources. Cette perturbation affecte le flux de travail et le retard des opérations minières peut entraîner un effet de goulot d'étranglement, reportant ou ralentissant les phases d'extraction ultérieures. Sur le plan financier, les conséquences sont immédiates et graves. Tout d'abord, il y a le coût direct de la réparation ou du remplacement de l'excavatrice. La réparation d'un équipement minier performant comme une excavatrice peut être extrêmement coûteuse, surtout si des composants majeurs comme le bras ou le système hydraulique sont concernés. Si un remplacement s'avère nécessaire, l'investissement est encore plus important, pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. Au-delà des coûts directs, se pose le problème important du manque à gagner. Chaque jour de retard dans l'exploitation minière se traduit par de l'or non exploité. Compte tenu de la courte période d'exploitation de l'or au Yukon, en raison des contraintes météorologiques, les pertes de temps sont particulièrement préjudiciables. Les revenus prévus de l'or extrait dans cette région auraient contribué de manière significative aux objectifs financiers de la saison, aggravant ainsi la pression financière liée à la perte d'équipement. Le coût émotionnel pour Tony et son équipe est peut-être l'un des impacts les plus sous-estimés, mais aussi les plus critiques, de l'incident. Dans l'environnement très stressant de l'exploitation aurifère, où les récompenses peuvent être importantes, mais les risques et la pression plus importants, les contretemps peuvent avoir des conséquences émotionnelles et psychologiques considérables. Pour une équipe dont la subsistance dépend fortement du succès de la saison, de telles perturbations peuvent engendrer un stress important et des problèmes de morale. Tony, connu pour son caractère dur, doit relever le défi de gérer sa propre frustration et sa déception tout en maintenant la motivation de son équipe. La résilience émotionnelle de l'équipe est mise à rude épreuve, impactant son efficacité et sa santé mentale globale, pourtant cruciale dans un métier aussi exigeant. Cet incident illustre la nature volatile de l'exploitation aurifère, où une simple panne mécanique peut compromettre des efforts et des capitaux considérables. Les répercussions vont au-delà des défis logistiques immédiats et des calculs financiers, affectant le moral et la force mentale de toutes les personnes impliquées. Pour Tony Beat et son équipe, cet événement ne constitue pas seulement un revers physique, mais un défi global qui met à l'épreuve leur sens des opérations, leur ingéniosité financière et leur résilience émotionnelle. La réaction à la panne de l'excavatrice sous la direction de Tony Beat constitue une étape cruciale de l'épisode, mettant en valeur sa résilience et sa réflexion stratégique. Cette partie de l'épisode illustre non seulement la capacité d'adaptation de Tony face à des défis importants, mais met également en lumière la solide dynamique d'équipe et l'efficacité opérationnelle qui sous-tendent ses opérations minières. Suite à la panne de l'excavatrice, Tony procède d'abord à une évaluation approfondie des dégâts. Il effectue une inspection détaillée avec ses mécaniciens afin de déterminer si l'excavatrice peut être réparée sur place ou si elle doit être entièrement remplacée.
Cette phase d'évaluation est cruciale, car elle influence toutes les décisions et stratégies ultérieures. Les mécaniciens, expérimentés et compétents, évaluent rapidement l'étendue des dégâts et fournissent à Tony les informations nécessaires à une décision éclairée. Une fois les dégâts évalués, Tony coordonne ensuite ses efforts avec divers fournisseurs et partenaires pour trouver les pièces nécessaires à la réparation ou une excavatrice de remplacement adaptée. Cette étape, axée sur la logistique et les relations, démontre la capacité de Tony à exploiter son réseau pour une intervention rapide. Les négociations et les arrangements avec les fournisseurs sont menés dans l'urgence, car la saison minière n'attend personne. L'expérience de Tony et ses relations établies jouent ici un rôle crucial pour accélérer le processus et minimiser au maximum les temps d'arrêt. Parallèlement à ses relations avec les fournisseurs, Tony a démontré son leadership dans la gestion du moral et de la productivité de son équipe pendant cette crise. Il organise une brève réunion avec l'équipe, expliquant la situation et les mesures prises pour la résoudre. Sa communication transparente contribue à atténuer l'incertitude et la frustration que de tels incidents peuvent engendrer. Tony attribue des tâches temporaires pour maintenir la productivité de l'équipe pendant l'immobilisation de la pelle, préservant ainsi la dynamique opérationnelle. Cela comprend non seulement les méthodes d'extraction manuelle, mais aussi la préparation des autres segments de la mine à une activité accrue une fois l'excavatrice remise en service. Le processus de réparation lui-même met à l'épreuve les compétences techniques et la solidarité de l'équipe. Mécaniciens et opérateurs travaillent ensemble, démontrant leur expertise collective et leur dévouement pour surmonter l'adversité. Les tâches de réparation sont complexes, nécessitant des machines lourdes et une coordination précise. La capacité de l'équipe à travailler efficacement sous pression est mise en évidence, illustrant le solide esprit d'équipe que Tony cultive au sein de son équipe. Tout au long de cette période, Tony reste activement impliqué, supervisant les travaux de réparation et prodiguant des conseils. Son approche pratique garantit que chaque détail est pris en compte et que tout contretemps dans le processus de réparation est traité rapidement. Cette implication active non seulement accélère la réparation, mais renforce également la confiance et l'engagement de l'équipe, sachant que son responsable est directement impliqué dans la résolution de la crise. Une fois l'excavatrice réparée ou remplacée, l'attention se porte sur sa réintégration dans les opérations minières. Cette phase nécessite une planification minutieuse afin de garantir que la reprise des opérations s'inscrive dans la stratégie minière globale de la saison. Tony et son équipe effectuent une série de tests pour confirmer que l'excavatrice est pleinement opérationnelle, puis procèdent à un déploiement stratégique vers les zones critiques de la mine. La réponse de Tony à la panne de l'excavatrice est une intervention multidimensionnelle qui fait appel à une expertise technique, une logistique stratégique et une gestion d'équipe efficace. La résolution de cette crise témoigne non seulement de la résilience et de l'adaptabilité de Tony et de son équipe, mais souligne également l'importance du leadership et du travail d'équipe dans des environnements à enjeux élevés comme l'exploitation aurifère. Cet épisode illustre parfaitement comment un leader chevronné aborde les complexités d'une exploitation minière, transformant un revers important en une occasion de démontrer ses compétences et sa détermination. L'incident décrit dans l'épisode « Ruée vers l'or », où la pelle mécanique de Tony Beats tombe en panne, n'est pas seulement un moment dramatique, mais aussi un reflet des défis persistants qui traversent l'industrie minière. Cet événement ne se contente pas de perturber une journée de travail. Il souligne l'importance cruciale de la maintenance des équipements, des compétences des opérateurs et d'une gestion globale des risques dans les opérations minières. Ces défis sont omniprésents dans le secteur, impactent les opérations à l'échelle mondiale et mettent en lumière les domaines clés sur lesquels il est essentiel de se concentrer pour réussir. La panne de l'excavatrice souligne la nécessité d'un entretien rigoureux et régulier des équipements. Dans l'industrie minière, les machines utilisées sont complexes et soumises à d'intenses contraintes opérationnelles, rendant un entretien régulier essentiel pour prévenir les pannes. Cet incident nous rappelle brutalement que l'entretien n'est pas une simple opération de routine, mais un investissement crucial pour l'intégrité opérationnelle et la sécurité des équipements miniers. Négliger ce point peut entraîner d'importantes perturbations opérationnelles et des pertes financières, comme le montre la panne d'une excavatrice qui interrompt la production à un moment critique. Les compétences de l'opérateur sont tout aussi essentielles. Dans le cas de Tony, pousser l'excavatrice au-delà de ses limites opérationnelles révèle la frontière ténue entre optimiser la production et risquer une panne. Si vous déposez ça à l'arrière d'un camion,
le gaz le saura. Laissez-moi vous donner une date. Si on peut charger un camion de 40 tonnes avec 3 godets, ce serait l'astuce. Cela souligne la nécessité de disposer d'opérateurs non seulement compétents dans la manipulation des machines lourdes, mais aussi capables d'en comprendre les limites et les signes de défaillance potentiels. Former les opérateurs à reconnaître ces risques et à réagir de manière appropriée est essentiel. Cela garantit une utilisation sûre et efficace des machines, réduisant ainsi les risques d'accidents pouvant entraîner des temps d'arrêt et des réparations coûteux. De plus, cet épisode met en lumière l'importance d'une gestion proactive des risques dans les opérations minières. Une gestion efficace des risques implique d'anticiper les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent et de mettre en place des stratégies pour les atténuer. Cela implique non seulement de disposer de plans de secours en cas de panne d'équipement, mais aussi d'évaluer en permanence les pratiques opérationnelles et l'état physique des équipements afin d'adapter les stratégies en conséquence. La réaction de Tony lors de l'incident de l'excavatrice, son évaluation rapide, ces mesures décisives pour la réparation ou le remplacement et la gestion du déploiement de l'équipe illustrent une gestion proactive des risques. Pour l'industrie minière dans son ensemble, cet épisode est une leçon précieuse. Il illustre l'importance cruciale de la vigilance dans la surveillance des équipements et des conditions d'exploitation. De plus, il souligne l'importance d'investir dans des équipements et des programmes de maintenance de qualité qui, bien que coûteux au départ, sont essentiels à la pérennité et à la sécurité des opérations à long terme. Enfin, la diffusion de ces événements dans une émission télévisée populaire comme Gold Rush permet de sensibiliser un large public aux réalités du secteur minier. Elle offre un aperçu des défis auxquels sont confrontés les mineurs et des décisions complexes qu'ils doivent prendre, ce qui pourrait inspirer l'amélioration des pratiques dans l'ensemble du secteur. Je suis vraiment ravi que ce truc fonctionne. Ça prouve que les vieilles technologies fonctionnent encore aujourd'hui. Maintenant, ça fonctionne aussi bien. Ça peut même produire quelques grammes. Dites-moi, c'est quoi ce bordel? Pour les spectateurs, ça met en évidence la nature exigeante d'un tel travail et la combinaison d'expertise technique, d'endurance physique et de réflexion stratégique nécessaires pour réussir. Globalement, Excavator Breakdown et sa résolution ne sont pas seulement des éléments narratifs destinés au divertissement, mais résonnent profondément dans la réalité quotidienne de l'exploitation minière, offrant de précieuses leçons sur la gestion des équipements, l'exploitation habile et la gestion des risques. Cet épisode offre un aperçu crucial de l'industrie minière dans son ensemble, offrant un aperçu crucial des complexités et des défis des opérations minières modernes. L'épisode mettant en vedette Excavator Breakdown de Tony Beat illustre les thèmes plus larges abordés dans Gold Rush. Loin d'être un simple divertissement, cet épisode explore les dures réalités des mineurs d'or modernes, offrant aux téléspectateurs un aperçu détaillé des complexités de l'industrie. La panne non seulement interrompt la production, mais déclenche également une cascade de défis opérationnels, financiers et émotionnels, soulignant le caractère imprévisible de l'exploitation aurifère et la résilience nécessaire pour surmonter ces obstacles. L'épisode célèbre l'esprit de détermination et d'ingéniosité qui caractérise Tony Beat et son équipe. Leur réaction à la crise, leur évaluation rapide, leur mobilisation pour les réparations et leurs ajustements opérationnels stratégiques illustrent leur capacité à résoudre les problèmes et leur refus de céder à l'adversité. Cette résilience est au cœur de l'industrie aurifère, où les revers sont inévitables, mais la réponse à ces revers détermine le succès ou l'échec. Le leadership de Tony et l'effort collectif de l'équipe pour surmonter la crise reflètent un engagement profond envers leur travail et les uns envers les autres, soulignant le caractère collectif des opérations minières. De plus, cet épisode sensibilise le public aux complexités de l'exploitation aurifère. Il va au-delà de la simple description de la chasse au trésor et illustre la planification minutieuse, la gestion des risques et le travail acharné nécessaire aux opérations minières. En mettant en lumière les réalités de la profession, ses succès comme ses tribulations, Gold Rush offre une ressource pédagogique précieuse qui peut influencer la perception du public et inspirer une appréciation réaliste du secteur minier. Il illustre la nature imprévisible du travail et la résilience nécessaire pour s'épanouir dans de tels environnements. L'impact physique et émotionnel des personnes impliquées, associé à leur détermination et à leur ingéniosité, constitue le cœur du récit, offrant aux spectateurs un aperçu complet des réalités de l'exploitation aurifère. Ce mélange d'éducation, de divertissement et de réalisme
des difficultés rencontrées face au relief montagneux du Yukon et au déplacement d'équipements massifs dans et autour du Klondike, jusqu'à l'obstacle insurmontable qui a empêché ce mineur légendaire d'extraire le premier or de la saison, voici pourquoi Tony Beats a été mis à l'écart par l'inspecteur des mines. On dirait que les choses bougent à nouveau au Klondike. Grâce à Discovery Channel, nous nous sommes habitués à Parker Schnabel et à ses aventures aurifères fructueuses au Klondike. Depuis 14 saisons, nous suivons le mineur Prosper et son équipe dans l'émission Ruée vers l'or. Et oui, ce fut un plaisir pour tous. Mais aujourd'hui, une nouvelle forme d'excitation semble secouer le territoire du Yukon. Cette fois, nous suivons Tony Beats et croyez-nous, difficile de faire mieux. La rumeur court que Tony Beats, la légende minière non conformiste hors du commun qui dirige l'une des plus grandes sociétés minières du Klondike, est sur le point d'être fermée par les inspecteurs des mines. Imaginez, cette légende néerlandaise exploite des mines depuis les années 80, et maintenant, tout est sur le point de prendre fin. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les inspecteurs des mines à prendre une décision aussi définitive? Qu'est-ce que cela signifie pour la série? Cela signifie-t-il que cette saison sera la dernière de Gold Rush? Eh bien, tout a commencé il y a quelque temps. Nous nous souvenons tous du jour où cet événement troublant s'est produit. En effet, toute l'équipe a commencé à ressentir la tension au campement juste à la fin de la journée de travail au Klondike. Vous avez entendu? Je n'aime pas ça. On ne fait pas de lavage. On ne gagne pas d'argent. C'est aussi simple que ça. La tension était si palpable que, malgré les bruits assourdissants qui accompagnaient les longues et pénibles activités des mineurs, ceux-ci ne pouvaient ignorer la nervosité due à l'absence remarquée d'un membre des troupes, Tony Beats lui-même. En fait, on pourrait même dire que c'était la dernière fois qu'ils voyaient Tony Beats sortir de terre. Après une journée fructueuse à la recherche d'or, leur inquiétude pour leur légendaire collègue était finalement justifiée. Bien qu'il ne courait aucun danger physique, il risquait de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé pendant des années. Quelle en était la cause? Avait-il omis de vérifier que son équipement était conforme aux normes? Même si c'était le cas, il s'agissait sûrement d'une erreur rectifiable. La seule chose que l'équipe savait de l'incident, c'est que Tony était suffisamment frustré pour les harceler pendant le peu de temps qu'il passait à travailler avec eux. Cela trahissait l'exaspération du légendaire mineur face à la situation. Cela dit, malgré la frustration ressentie à ce moment-là, l'équipe resta déterminée. Pourquoi? Parce qu'elle savait que leur homme, Tony Beats, était le genre d'homme doté d'une volonté de fer pour reconquérir le droit de tirer profit de la terre. Ils sentaient au plus profond d'eux-mêmes que leur homme retrouverait les clés de son moulin et de son royaume aurifère. Cet événement étrange et frustrant eut lieu 2 mois après le début de la saison. C'était le moment où tous les mineurs étaient plongés dans la boue jusqu'aux genoux, cherchant le sol à la recherche de la prochaine découverte d'or massif. C'est-à-dire tous les mineurs, sauf Tony Beats. Tandis que d'autres connaissaient des succès divers, Tony constatait que ses bâtés étaient poussiéreuses et vides. N'étant pas du genre à ignorer la situation par orgueil ou autre sentiment de défense, Tony comprit qu'il était peut-être temps d'adopter une approche plus pragmatique avec ses fouilles. Après tout, il avait un objectif ambitieux, l'imposant mont Honeycutt de Dixet 0 onx. S'il voulait dépasser ce chiffre, il lui faudrait réaliser quelque chose d'important. Et il le ferait vite. Il faut dire que Tony n'a pas déçu. En fait, quand on vous raconte ce qu'il a fait, vous trouverez peut-être cela suffisamment inspirant pour cesser de chercher des excuses pour ne pas avoir réalisé vos rêves. Face à ces problèmes, Tony a transféré l'ensemble de son activité de Paradise Hill à India River. Ceux qui connaissent ce genre d'endroit comprendront que ce déménagement était un pari risqué. Vous pouvez charger le 950 sur ce bateau et l'amener jusqu'à l'India River sans avoir à le démonter. Ce serait vraiment osé. Surtout quand on considère la nature risquée et spéculative du jeu de l'or. Malheureusement, malgré son dynamisme et sa détermination, Tony allait se retrouver confronté à des problèmes bien plus graves que la montagne Mammoth, qui l'empêchait d'atteindre ses objectifs. Tout commença lorsqu'il réfléchit à ses actions. La plupart des membres de l'équipe remarquèrent ce mineur légendaire, assis là, seul, cherchant un moyen d'avancer le plus vite possible sans compromettre leur objectif. Ils découvriraient que leur homme comprenait qu'il fallait qu'il bouge et qu'il continue. Soit ça, soit il reste immobile. Tous ceux qui connaissaient Tony savaient que rester immobile n'était même pas envisageable pour le légendaire mineur. Au fil du temps, l'équipe s'est rapprochée du cœur du chantier. C'est là que se déroulaient les travaux préparatoires nécessaires au sluice. Une fois le sluice,
aussi appelé gain de terrain, terminé. Le drainage et le décapage de la tranchée inondée ont été achevés. Cela a permis à l'équipe de mener davantage d'opérations dans la zone. Tony a ensuite expliqué aux gars l'essentiel de la situation. Ils allaient déplacer la boîte à sas là-haut afin de pouvoir commencer les travaux. Quiconque a déjà travaillé dans ce domaine sait qu'il faut se retrousser les manches pour cette étape, car cocher la liste des tâches difficiles de la journée peut s'avérer une tâche ardue. La première chose qu'ils allaient faire était de mettre des pierres dans la boîte, avant d'en préparer suffisamment pour aller chercher de l'eau avant la fin de la semaine. Le plan semblait assez simple. Produire une police dorée en une semaine dans une zone désertique. Cela peut paraître agréable, mais l'équipe savait que ce n'était que le calme avant la tempête, car les prochaines étapes ne seraient pas aussi réussies. Tout d'abord, il fallait s'occuper de l'installation de lavage à secousse de Tony, un équipement inutilisé depuis plus de 4 ans. Comment allait-il faire pour que ça fonctionne à nouveau? Hélas, Tony et ses gars ont compris que la solution pourrait être de renouveler l'équipement. Pas de licence. Cette saison est bel et bien terminée. Cela a dû être agaçant pour les ouvriers, car le processus a été relativement long et fastidieux, nécessitant une reconstruction minutieuse. Et ce, avant même qu'ils puissent procéder au nettoyage pour lequel ils étaient tous venus. Ils n'avaient même pas encore abordé l'un des aspects les plus critiques du chantier, le pont vibrant. Ils ont dû faire preuve d'une extrême prudence en déplaçant cet engin de 7 tonnes afin de le réparer et de le mettre en place. Heureusement, les garçons étaient à la hauteur. Très vite, Tony observait son équipe efficace et organisée se mettre au travail. Grâce à leur fidèle grue, l'équipe a pu déplacer avec précaution le shake decker jusqu'à l'endroit souhaité. Vous auriez dû les voir. C'était magnifique. Cela dit, ce n'était pas chose facile. L'équipe a dû hisser le plateau vibrant à l'aide d'une grue et le faire pivoter délicatement pour le positionner sur le châssis de la station de lavage. Il faut bien comprendre que cette renaissance n'était pas qu'une simple question d'ingénierie. Non, c'était aussi un symbole d'un côté et un avertissement de l'autre, car apparemment, ceux qui le dirigeaient n'étaient pas prêts à céder leur poste à qui que ce soit. On peut donc se demander si Tony serait capable de surmonter les obstacles qu'il faudrait pour relancer son empire de laverie en ruine. Sera-t-il capable d'y parvenir? S'il y parvenait, il pourrait peut-être réussir un pari colossal à $1 milliard. Même si un défi aussi colossal peut intimider les gens ordinaires, tous ceux qui ont vu cet homme s'évertuer dans l'émission La ruée vers l'or semblent convaincus que cela ne le découragera pas. Cela dit, le temps pressait, et il s'écoulait vite. L'atmosphère au camp était tendue, ce qui était compréhensible, car toute l'équipe faisait de son mieux pour maintenir l'unité en attendant les instructions. Bientôt, ils reçurent l'ordre de marche, sous la forme du pont-écran. La première chose à faire était de déplacer cet énorme équipement. Ne nous trompons pas, c'était un défi de taille qui exigeait force, coordination et grâce. C'est pourquoi chacun des mouvements difficiles nécessaires à sa réalisation a été exécuté avec la plus grande précaution, étape par étape. On peut donc comprendre la tension évoquée précédemment. Cependant, le fait que l'équipe ait su se ressaisir pour surmonter ce premier obstacle de taille en dit long sur elle-même. Malgré cet exploit, l'équipe a poursuivi sa tâche. Au fil du temps, ils ont travaillé comme une machine bien huilée, progressant sans interruption, franchissant chaque étape avec diligence et soin pour atteindre leur objectif. C'est ainsi que fonctionne la vie sur le Klondike. C'est grâce à cet effort commun que l'équipe a également pu assembler la rampe de pulvérisation. On pourrait dire que la raison de cette approche prudente dans leur travail était que travailler avec Tony signifiait collaborer avec l'un des patrons les plus attentifs à la sécurité dans le secteur minier. Et si quelqu'un était censé rappeler à son équipe la dangerosité de ses tâches, c'était bien Tony Beats. À vrai dire, Tony n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour rappeler aux gars la dangerosité de leur travail. Les dangers étaient évidents rien qu'avec la machinerie lourde. Ils doivent toujours se rappeler que le site minier n'est pas un terrain de jeu et rester sur leur garde. Ainsi, ils seront toujours protégés des éléments dangereux qui pourraient se cacher au coin de la rue. On ne peut donc pas reprocher à Tony de s'être énervé en constatant une certaine décontraction parmi les troupes. Il n'y avait pas de place pour le relâchement, surtout quand tout le monde est plongé jusqu'aux genoux dans la boue à la recherche d'or. Une fois l'installation de la rampe de pulvérisation terminée, autre étape importante de l'exploitation minière complexe, l'équipe a dû se concentrer sur un autre aspect essentiel de son travail. Bien que l'obstacle fût considérable, il faut dire que l'équipe ne les considérait guère plus que comme des obstacles.
Il préférait se concentrer sur le chemin direct vers l'or, si proche qu'ils sentaient la poussière qui s'en dégageait dans leurs narines. Pour surmonter ce nouvel obstacle, l'équipe attendait patiemment un bulldozer pouvant être fixé sur la boîte à écluses. Cela leur permettrait d'atteindre leur objectif, construire une station de lavage entièrement opérationnelle. Cette usine de lavage ne sera pas construite pour le plaisir. En effet, une fois achevée, elle sera capable d'extraire l'or du sol. Ils se sentiront si près qu'ils pourront le goûter. En effet, ce n'était qu'une question de temps. Pas étonnant que le site minier soit en pleine effervescence. Une fois les éléments recherchés en place, les hommes étaient impatients et prêts à s'emparer de l'or, le prix alléchant. Très vite, Tony et le reste de l'équipe ont compris qu'ils étaient sur le point de dénicher le premier trésor de la saison. Ils allaient y parvenir en déplaçant leur installation de lavage de pont à secousse jusqu'à la coupe avant de passer au sluice. Cette étape, apparemment simple, semblait être la dernière, avant qu'ils n'atteignent tous leur objectif. Ils allaient devenir riches aujourd'hui, et rien ne les en empêcherait. L'atmosphère tendue avait laissé place à une excitation exubérante, et même Tony ne parvenait pas à contenir son enthousiasme. Certains diraient même qu'un tel enthousiasme était amplement mérité, surtout après avoir surmonté tant de difficultés et d'obstacles pour en arriver là. Qui pourrait les blâmer pour tout cet enthousiasme? Non seulement ils avaient obtenu le permis d'utilisation de l'eau, mais ils disposaient aussi de vastes terrains à exploiter. Ainsi, ils disposeraient de nombreuses zones où ils pourraient faire du lavage. C'est plutôt encourageant. Les gars, ça devrait faire une sacrée différence. C'est génial. Avec la première extraction d'or de la saison à portée de main, l'équipe a réalisé qu'elle était à portée de main pour obtenir l'argent qui pourrait lui permettre d'acheter tout ce qu'elle désirait. Cela signifiait également une vie plus heureuse pour ceux qui espéraient sortir de la crise économique que traversait la majeure partie du monde. L'arrivée d'un nouvel obstacle, les inspecteurs des mines, a dû être un véritable coup dur pour Hulk, comme vous pouvez l'imaginer. L'excitation qui régnait au sein de l'équipe a fait place à la surprise, lorsque Tony et les autres ont appris que ces inspecteurs miniers étaient en route. Pourquoi? Nous savons tous que l'autorité minière du Yukon était chargée de s'assurer que tous les mineurs travaillaient uniquement dans le cadre de leur permis. La confusion a rapidement fait place à l'agacement, l'équipe se demandant s'il ne s'agissait pas d'un autre processus bureaucratique irritant. Malheureusement, cette nouvelle vidéo allait s'avérer plus difficile que tous les autres obstacles rencontrés par Tony et son équipe cette saison. En effet, nous n'avons plus entendu parler d'activités minières dans la région depuis la visite choquante des inspecteurs des mines. Il apparaît bientôt que Tony pourrait être à l'origine de cette interruption imposée aux activités minières de l'équipe. Tout le monde a dû être dévasté en apprenant que cette interruption de travail avait été imposée, car Tony a peut-être omis de fournir certaines informations lors de l'obtention de sa licence. Cette omission a porté atteinte à leur droit de classe 3, qui leur permettait de ne pratiquer le lavage des eaux usées que dans une zone restreinte. Apparemment, les propos tenus par Tony lors de la demande de licence auraient eu des conséquences plus graves qu'on ne l'aurait imaginé. C'est peut-être parce que les concessions minières de Tony Beats sur l'Indian River étaient ainsi accessibles qu'il était trop tentant d'ignorer la perspective d'y trouver de l'or. Aujourd'hui, l'équipe ne peut que constater avec consternation que l'omission de Tony a ruiné leur chance d'extraire de l'or, or de l'or qui attendait d'être extrait il y a peu. Je viens de recevoir l'inspecteur, et devinez quoi? Je préfère apprendre à lire, car il nous a manqué quelque chose dans le permis. Ses rêves d'orpaillage se transformant en cauchemars bureaucratiques, Tony se demande s'il parviendra à surmonter ce dernier obstacle. En analysant la situation dans laquelle il se trouvait, Tony a dû en saisir pleinement les conséquences. Puisqu'il semble n'avoir obtenu qu'un permis d'utilisation d'eau limité, Tony devra peut-être accepter le fait qu'il ne pouvait décaper et vidanger qu'une fois par acre de terrain. Sachant qu'il avait prévu de décaper et vidanger au moins 6 hectares de terrain pour réaliser un quelconque profit, la réponse était simple, mais amère. À l'heure actuelle, tout projet de vidanger l'Indian River avec ce permis limité était vain. Cela a dû leur faire terriblement mal d'être obligés d'accepter qu'ils risquaient de repartir les mains vides. Surtout après avoir surmonté tant d'épreuves pour s'approcher si près de l'or. Face à cette situation, Tony a dû lever les bras. C'était son erreur. Il était temps de se concentrer sur les solutions et non sur les problèmes. Désireuse de trouver le bon côté des choses, l'équipe a décidé que le retard dans le nettoyage serait simplement perçu comme un écart par rapport au calendrier. Au moins,
Cela donnera à Tony le temps de trouver une solution au problème du permis d'exploitation avant la fermeture de ses activités pour la saison. Une fois cette solution trouvée, Tony et ses hommes pourront se concentrer à nouveau sur l'extraction du premier or de la saison. Plus le temps passe, plus tout le monde se demande s'il y parviendra à temps pour réaliser la récolte dorée dont tout le monde rêve. Alors que Tony entre dans la salle avec ses officiels, nous savons que son équipe et les supporters qui le regardent depuis chez eux l'attendant avec nervosité et excitation tandis qu'il s'attaque au plus grand défi à ce jour. Il semble déjà être dans une situation plus délicate, surtout après la révélation qu'il a laissé se produire une farce inutile et incroyablement ridicule sur l'un de ses sites. En 2017, Tony et le reste de l'équipe mettaient un terme à leur saison dans les mines après une année de travail acharné. Pour une raison inconnue, c'était le moment idéal pour Mark Fevron, l'un des employés de Tony à la mine, de demander la permission de faire ce qu'il pensait être une farce amusante et drôle. On aurait pu penser que Tony se serait davantage renseigné sur les affaires de ses employés à la mine, mais il n'a pas manifesté beaucoup d'intérêt en accordant sa permission au farceur. Peut-être était-ce dû à son mépris de l'autorité, ou peut-être était-ce simplement une décision née d'une imprudence abjecte. Nous ignorons la vérité sur ses motivations. Ce que nous savons, c'est que Tony était parmi les nombreuses personnes qui ont applaudi M. Fevron lorsqu'il a déversé une tonne d'essence dans un plan d'eau voisin avant d'y mettre le feu. Qu'est-ce qui se passe avec le feu? Incroyable. Tony a même permis que cet acte stupide, apparemment connu sous le nom de funérailles Vikings, soit diffusé dans le monde entier. Cette décision s'avéra peu judicieuse, car c'est grâce à cette diffusion que les autorités découvrirent la preuve qu'une farce aussi imprudente avait été perpétrée par le chercheur d'or chevronné et son équipe. De plus, laisser ses hommes commettre cette farce était une source de frustration supplémentaire pour Tony, qui n'avait pas eu le bon sens de signaler lui-même l'incident aux autorités. Il s'attira donc toute la colère des autorités en les laissant découvrir l'incident par eux-mêmes. Les autorités ont réagi rapidement pour punir le mineur chevronné et son équipe. Elles ont immédiatement infligé une amende de $725 au farceur M. Fevron, une somme qui aurait suffi à les dissuader de commettre une farce aussi absurde. Et s'ils avaient fini par tuer une partie de la faune déjà menacée de la région, et s'il avait également blessé un de ses coéquipiers. Nous n'avons même pas abordé la question des composés toxiques et cancérigènes présents dans l'essence avant même que Fevron ne mette le feu à l'eau. On peut imaginer l'ampleur de la pollution qu'il a infligée à la faune aquatique et terrestre, simplement parce qu'il voulait perpétrer cette prétendue corruption d'une ancienne cérémonie nordique. Nous sommes certains que même eux n'auraient pas été assez négligents pour infliger de tels dommages à leur environnement à l'époque. Face à de tels problèmes, il est clair que Tony devra se montrer vigilant s'il veut un jour être dans les petits papiers des autorités chargées d'accorder son permis d'exploitation des eaux. Voyons ce que l'avenir réserve à ce redoutable vétéran de l'exploitation aurifère. Nous savons qu'ils ne pourront pas contenir ce mineur légendaire. Des difficultés rencontrées face au relief montagneux du Yukon et au déplacement d'équipements massifs dans et autour du Klondike, jusqu'à l'obstacle insurmontable qui a empêché ce mineur légendaire de déterrer le premier or de la saison. Voici pourquoi Tony Beats a été mis à l'écart par l'inspecteur des mines.